Bonjour, bienvenue. Je suis très contente de faire cet atelier-là avec vous cet après-midi. Quand on l'a planifié il y a plusieurs semaines, on ne pensait pas que ce serait tant d'actualité. Donc, vous avez sûrement entendu parler dans les médias cette semaine, là, la QPF, l'Association québécoise des professeurs de français, dont sûrement plusieurs d'entre vous, en tout cas, j'imagine quelques-uns d'entre vous sont membres à sa dernière assemblée générale annuelle là, voté des propositions en faveur de la réforme de l'accord des participes passés. Alors, vous avez peut-être entendu là, dans différents médias, radio, télévision, journaux, qu'on en a parlé cette semaine. Alors, ça tombe bien, finalement, c'est très d'actualité. J'espère que je vais vous donner des éléments justement pour aller plus loin un peu, parce qu'on sait que dans les médias, souvent, c'est souvent, on a souvent le temps seulement que de parler de quelques slogans des idées chocs, ou en fait, mais disons que là, on va essayer dans la prochaine heure et demie là, d'avoir une réflexion plus poussée, puis pour vous permettant à la fin de l'atelier, si vous voulez en discuter justement avec d'autres enseignants de français, que ce soit en français langue première ou langue d'enseignement, ou en français langue seconde, langue d'intégration. J'espère que vous trouverez, là, que vous aurez des outils qui vous permettront d'aller plus en profondeur, là, outre les différents clichés d'un côté et de l'autre. Alors, ma petite diapo d'entrée, c'était juste une petite blague, en fait. C'est que souvent, on entend parler, on dit ah non, il va falloir apprendre des nouvelles règles. C'est quoi cette chose? Bon, c'est pas des nouvelles règles, hein. La réforme, c'est d'en revenir. Dans le fond, le but de la réforme, c'est d'en revenir aux deux règles de base qu'on apprend quand on apprend à conjuguer le passé composé, soit au deuxième cycle du primaire, ou pour ceux qui enseignent en francisation dans les niveaux 3 et 4, par exemple, de francisation, ou dans les fins du A2, début de B1 pour ceux qui travaillent avec les niveaux européens là, en langue seconde. Donc, ce ne sont pas des nouvelles règles, c'est juste les deux règles de base qu'on a appris au primaire. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, l'atelier est terminé, vous n'avez plus. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire pour ce qui est des règles comme telles, c'est très simple. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est tout ce qui entoure ça, dans le fond, pour que augmenter votre connaissance en lien avec toute cette réforme. Avant de commencer, je souhaite vous dire que, pardon, un instant, voilà. Je souhaite vous dire, en fait, faire un peu une déclaration d'intérêt. Je suis cofondatrice depuis 2004 d'une organisation qui s'appelle le Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français. Donc, avec le nom de ce groupe, vous doutez bien que je ne suis pas complètement neutre. Donc, évidemment, l'atelier est bâti en essayant de vous convaincre que c'est une bonne idée, mais quand même, ce n'est pas, comment je pourrais dire ça, ce n'est pas à gober tout cru. Évidemment, il y a place à discussion, il y a place à réflexion, et il y a place à référence qui apportent d'autres, qui peuvent apporter des contre-arguments, etc. Là. Donc, évidemment, c'est pas, je ne vais pas juste vous vendre ma salade, mais j'aime mieux vous dire d'emblée que étant donné ce que je fais depuis 2004, ben, il faut que vous sachiez que mes propos vont dans un sens, hein, essayent de vous amener dans un sens. Donc, je vous le dis d'emblée. Donc, je suis transparente. c'est déjà dit. Alors, les objectifs de l'atelier d'aujourd'hui. J'aimerais qu'à la fin, on puisse comprendre que les règles actuelles qu'on connaît là, des participes passés, donc avec toutes les exceptions, puis les exceptions d'exceptions, que ce sont en fait une série d'échafaudages, des constructions qui se sont échafaudées au fil des siècles selon les aléas de l'histoire, et on va voir aussi dans des contextes qui ne sont pas nécessairement linguistiques, mais plus politiques, culturels, économiques, etc. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre à la fin de l'atelier, c'est que les nouvelles règles qu'on propose, donc les deux là, que je vous ai mentionnées au départ, ça ressemble à l'usage réel actuel déjà. Je vais vous le montrer avec
des recherches, en fait, des résultats de recherche là, sur des corpus de texte et tout ça. Et ensuite, ce que j'aimerais qu'on comprenne, en fait, sur quoi on pourrait se mettre d'accord, c'est que la réforme permettra de dégager du temps pour des enseignements linguistiques plus utiles que, à mon avis, savoir s'il faut mettre un S ou pas de S. Donc, des enseignements linguistiques plus utiles, par exemple, on peut parler de vocabulaire, de syntaxe, de littérature, de cohérence textuelle, etc. Alors, voilà mes objectifs et je vais vous présenter mon plan. Donc, vous voyez que j'ai mis 3 petites bulles blablabla. Là. Alors, durant l'atelier, j'ai prévu qu'il y ait il va y avoir 3 moments où c'est prévu qu'on va parler, échanger, discuter et que vous allez pouvoir aussi discuter avec vos collègues pendant environ 10 minutes chacune. Chaque activité. Donc, il y aura 2 activités comme telles et à la conclusion, évidemment, ben, ça sera vos conclusions à vous et vos discussions. Donc, en fait, entre ces 3 moments-là, si c'est possible d'avoir les caméras ouvertes, ben, c'est juste que c'est plus agréable pour moi parce que comme ça, j'ai l'impression de m'adresser à des personnes, même si on n'est pas dans une salle. Et puis, ben, on garde les micros fermés juste pour éviter les bruits, là, comme d'habitude. Idéalement, si vous avez des questions tout au long de la présentation, les garder pour les moments, là, les 3 moments où j'ai écrit blablabla, comme ça on pourra en discuter tout le monde ensemble. Mais si vraiment votre question ne peut pas attendre, pour toutes sortes de raisons, vous pouvez lever la main quand même. Puis si jamais je ne vous vois pas, parce que ça se peut que je sois concentrée dans mon document, dans ce que je dis, ou en train de vous transférer des liens pour des documents, bon, il y a Joanie qui fait partie des organisateurs de la journée, là, qui pourra regarder pour moi si jamais il y a des questions dans la conversation ou des mains levées si je les vois pas. Les questions dans la conversation, je peux vous dire presque tout de suite que je ne les verrai pas parce que d'habitude, je suis incapable de parler et de lire la conversation en même temps. Donc, voilà, je peux pas. J'y arrive pas. Et avant qu'on commence, un petit clin d'œil. Alors, quel est votre avantage à passer la prochaine heure et demie avec moi? Hein, parce que vous auriez pu juste lire un texte, puis ça serait fini là. Selon moi, c'est les 2 activités pratiques d'appropriation qu'on va faire ensemble qui vont être l'avantage par rapport à juste lire un texte ou écouter un balado, ou en fait. Donc, vous me le direz à la fin là, si ça vaut la peine. Parce que les 2 activités pratiques d'appropriation, habituellement, quand je les fais dans les ateliers, et je vous les donnerai aussi à la fin, là, tout le monde veut mes documents d'activité, en fait, parce que soit qu'ils veulent les refaire avec leurs élèves, soit qu'ils veulent les refaire avec leurs collègues dans des journées pédagogiques ou des réunions de travail. En tout cas, habituellement, c'est des activités que les gens aiment. Puis, ça va vous aider, là, justement, à vous approprier les objectifs là, qu'on veut atteindre là, avec l'atelier. Alors, si on revient à notre plan, donc la première chose qu'on va faire pour parler de l'histoire, avant d'entrer dans l'histoire, parce que là, ça va être une partie un petit peu plus magistrale, pour vous rappeler les éléments d'où vient tout ça. Avant, on va faire une première activité et ça va être l'étude de cas. Donc, ce que je vais faire, comment ça va fonctionner? Alors, on est... attendez, excusez, je cherche le total. Je ne sais pas si quelqu'un le voit. 23 comptant moi et toi, Annie. OK. 21, Donc, 21 parfait. participants. Ouais. OK. Alors, c'est parfait parce que je m'étais dit 4 personnes par salle, ça serait parfait. Donc, j'ai créé 5 salles. Je vais attribuer les participants de façon complètement aléatoire. Donc, les consignes, en fait, l'activité qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite vous donner dans la conversation. Donc, vous allez voir des phrases. Alors, ce sont des phrases pour lesquelles j'aimerais vous demander, alors je vous remets la consigne ici. Que pensez-vous de ces phrases? Parmi ces accords, lesquels respectent les règles que vous connaissez? Alors, j'aimerais, quand je vais réussir à vous envoyer
les salles, que entre vous, vous discutiez des phrases que vous aviez sous les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, dans le sens que c'est qu'est-ce que vous pensez de ces phrases-là? Puis, j'aimerais que vous en discutiez entre vous. Il n'y a pas... n'ayez pas peur, là, est-ce que c'est bon ce que je dis ou est-ce que c'est pas bon, là, c'est vraiment avoir votre opinion. Vous pouvez, alors les personnes qui voudront prendre la parole, là, ouvrez vos micros sans gêne. Que pensez-vous de ces phrases? Qu'est-ce qui est ressorti de vos discussions? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose, je vous dirai après ce que j'ai entendu qui a attiré mon attention, là. Alors, quelqu'un veut se lancer? Oui, allez-y. En fait, comme c'est une période de discussion, là, allez-y sans nécessairement lever la main, là. Comme ça, on perdra pas le fil le temps de dire à la personne. Oui, c'est ça. Allez-y de façon informelle. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Nous, dans notre groupe, je pense qu'on était quand même en mesure de faire les accords. Il y a une phrase qui nous a titillé un peu plus, mais sinon, on faisait les accords, mais on semblait tous du même avis pour dire que c'était quand même complexe. Puis que l'idée de se dire, ben on met l'accord avec avoir du masculin singulier, on le fait pas finalement. Puis avec être, on le fait avec le sujet. On semblait pas mal tous en accord là-dessus. OK, donc vous avez déjà pris de l'avance là sur la. Ben, dans la question, ça disait que pensez-vous? Fait qu'on s'est comme lancé un peu. C'est ça. Donc, c'est ça, vous avez déjà regardé dans le fond ce que ça ferait si on appliquait la réforme, là. Ouais. C'est ça. Donc, il y a des questions. Alors, selon vous, il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui étaient donc accordées correctement, non accordées correctement. Puis vous étiez toutes à peu près d'accord, sauf une qui vous a causé un peu plus de problème. Oui, nous, la phrase. Attends que je la retrouve. La 4. Je ne peux pas vous dire l'impression que cela m'a fait. Les 4, on l'aurait laissé FAIT, mais on ne savait pas trop pourquoi. C'était comme d'un feeling. Moi, je le voyais un peu genre une phrase impersonnelle. Je trouvais que ça avait cette valeur-là, mais je sais que c'est pas un il impersonnel, c'est un cela notre sujet. Fait qu'on on savait pas trop. On l'aurait laissé comme ça, mais celle-là, elle nous a un peu plus dérangé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire d'autres commentaires? Oui. Dans notre groupe, on est rapidement passé au volet discussion. On a à peine regardé les phrases, honnêtement, parce qu'une collègue, Isabelle, disait hey, mais c'est vraiment l'application des nouvelles règles, ça, c'est ce qu'on s'est dit. Puis on a tout de suite passé à la philosophie, puis comment on voyait ces choses-là. Donc, on a très peu fait de grammaire, honnêtement. Et d'accord. C'est bon. Alors, je vais vous redemander votre commentaire tantôt. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui différenciaient? Est-ce qu'il y avait des équipes où les gens n'étaient pas d'accord sur comment accorder les phrases, là? Ou est-ce qu'il y avait un blanc, là, aurait fallu retourner dans les grammaires pour être sûr, pourquoi oui, pourquoi non? Non? Est-ce qu'il y a des équipes où vous aviez plusieurs phrases là, où vous étiez d'accord que l'accord qui était fait correspondait aux règles actuelles? Oui? Pas aux règles de la réforme, là, mais aux règles actuelles que vous connaissez puis qu'on enseigne encore toujours là, dans les écoles. Ça va? Ben écoutez, mais gênez-vous pas pour prendre la parole parce que c'est une période de discussion, même si je parle, mais juste pour combler un peu le. Donc, les deux choses qui ont attiré mon attention dans les commentaires que j'ai entendus en me promenant dans les salles ou dans ce que je viens d'entendre là, pour les quelques personnes qui ont parlé, c'est que il y a quelques phrases, en fait, il y a quelques phrases pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord entre vous, s'il y a un accord ou s'il n'y a pas d'accord à faire.
Et il y a quelques phrases aussi pour lesquelles vous êtes d'accord avec les accords qui sont là ou d'autres phrases où vous vous dites non, c'est mal accordé ces phrases-là. Et donc, ça, c'est un des commentaires qui a attiré mon attention. Il a attiré mon attention parce que vous êtes tous des spécialistes de la langue française, vous êtes tous des enseignants de français ou des conseillères pédagogiques en français. Et il y a ce que ça dénote pour moi, là, comme linguiste ou sociolinguiste, c'est que le fait qu'on soit pas certain ou qu'on soit pas tous d'accord, c'est que ça montre une insécurité linguistique. Et l'insécurité linguistique avec le système des participes passés est immense, partout dans la francophonie. Et selon moi, ce n'est pas normal. Hein, ce n'est pas normal que les spécialistes de la langue, qu'on soit enseignant de français, traducteur, réviseur, etc., qu'on soit obligé, à un moment donné, même dans le courant de notre profession, de réouvrir à un moment donné nos grammaires, puis puis de retourner dans les 15 pages d'exception des participes passés qui sont dans le bon usage de Grévis, là, pour essayer de trouver finalement si ça accordait-tu lieu ou si ça accordait pas. Donc, ça, c'est mon premier commentaire. C'est pas normal que des spécialistes de la langue dans leur profession soient obligés encore de se poser des questions sur des accords à faire ou à ne pas faire selon les règles actuelles. Donc, le système de l'accord du participe passé, ça cause beaucoup d'insécurité linguistique. Et l'autre commentaire qui a attiré mon attention, c'est le commentaire, je crois, de Sabine Gervais qui disait, en fait, toutes ces phrases-là suivent la réforme qui est proposée actuellement. Donc, dans le fond, c'est des phrases, on pourrait dire que c'est des phrases très modernes, hein, qui voudraient montrer là, la réforme actuelle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous un autre... OK, je ne suis plus en partage de mon... OK, parfait. Attendez, il va y avoir encore un petit délai de taponnage de fichiers. Alors là, je vais partager avec vous un autre lien. Que je vais mettre dans le... Voilà, qui est dans la conversation. Et je vous laisse regarder donc ces mêmes phrases avec les noms des auteurs. Et à chaud comme ça, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Des petits commentaires? Surprise, étonnement, consternation. Alors, ce ne sont pas des phrases modernes, hein? Ce sont des phrases qui ont déjà été correctes dans l'histoire du français. Donc, toutes les phrases qui étaient sur la page étaient incorrectes du point de vue des règles actuelles et étaient toutes correctes si on applique la réforme, mais ce sont toutes des phrases aussi qui étaient correctes au temps où elles ont été écrites, selon les règles d'accord du participe passé en vigueur à ce moment-là. My God. OK. Donc, ça, c'est une réaction de surprise ou d'étonnement. Donc, c'est un peu ce que je voulais susciter. Donc, à la fois, on va rentrer dans l'histoire là, dès maintenant. Dans le fond, je vais remettre le PowerPoint là, en partage d'écran. J'ai hâte de pouvoir refaire cet atelier-là en salle et de me promener à travers les tables et vous passer des petites feuilles. Donc là, normalement, vous voyez mon écran et je vais essayer de vous revoir parce que là, je vous ai perdu. OK, voilà. Donc, alors voici les noms des auteurs de ces phrases, je vous l'ai montré.
Alors, quand on parle de la langue de Molière, hein, vous avez là dans les deux dernières phrases en bas, deux phrases de Molière qui sont écrites selon les règles qui étaient en vigueur au moment où il les a écrites. Donc, on n'est plus aujourd'hui quand on dit la langue de Molière, mais en fait, c'est un exemple qui démontre qu'on n'est plus dans la langue de Molière et qu'on va peut-être y revenir si on applique la réforme, justement. Alors, pour commencer l'histoire, j'aime bien cette petite image. Donc, on reculera pas si loin dans l'Antiquité. On va arriver à l'ancien français. On va commencer avec l'ancien français. Alors là, bien sûr, en ancien français, la langue d'ancien français, ce n'était pas. J'ai utilisé des mots en français moderne pour vous montrer en fait la syntaxe de l'ancien français. OK? Donc, les mots, en ancien français, les mots auraient été différents, là, mais je vous ai mis les mots tels qu'on les connaît maintenant, mais avec la syntaxe de l'ancien français. C'est comme ça que je vais faire. Donc, toujours, dans le fond, on se concentre sur la syntaxe là, pour vous expliquer. Donc, l'ordre des mots, c'est l'ordre des mots. Donc, ne croyez pas que ceci est de l'ancien français. C'est juste l'ordre des mots qui est de l'ancien français. Donc, l'ancien français avant le 14e siècle, quand on parlait au passé, hein, c'était un temps qui n'était pas le passé composé. Et quand on construisait des phrases, par exemple, comme Pierre avait sa maison construite, la particule, le participe passé du verbe qui était utilisé était vraiment senti comme un adjectif. Hein, donc, il s'accordait avec le nom, comme si c'était un adjectif. Il n'y avait pas de... Les gens ne se posaient pas la question, c'était vraiment senti par les locuteurs comme étant un adjectif qu'on accorde avec le nom qu'il complète. Ensuite, en moyen français, là, il a commencé à avoir une fluctuation parce que le passé composé a commencé à se créer. Donc, les temps composés ont commencé tranquillement à s'élaborer. Évidemment, dans l'histoire d'une langue, c'est toujours long, là, comment les choses évoluent. Et là, l'ordre a changé tranquillement, mais il y a eu de plus en plus une fluctuation. Alors, dans l'accord. Donc, de plus en plus, on a rapproché le participe passé de ce qui commençait à se sentir de plus en plus comme un auxiliaire plus que comme le verbe de la phrase. Et là, le fait de rapprocher, ben là, on ne savait plus, donc il y avait fluctuation. En fait, pas qu'on ne savait plus, mais il y a des gens qui faisaient l'accord, d'autres qui ne faisaient pas l'accord, donc c'était une période où ça fluctuait. Parce que là, on peut imaginer que les gens, soit qu'il y avait ceux qui faisaient l'accord, ils le sentaient encore comme un adjectif qui se rapporte à maison, puis ceux qui faisaient plus l'accord le sentaient plutôt comme faisant partie du verbe. En le collant sur le verbe, là, ils pouvaient le sentir qu'il faisait partie plus du verbe, le participe passé. Ensuite est arrivé Clément Marot, donc à la Renaissance au 16e siècle. Alors, Clément Marot, il est allé en voyage en Italie. Il faut se rappeler que durant l'époque de la Renaissance italienne, hein, c'est l'Italie est à son apogée d'un point de vue culturel. L'Italie influence le monde connu à cette époque, du point de vue des Européens, là, je parle. Tout le monde voulait faire comme les Italiens. Hein, il y a des textes. C'était là, comme l'anglais américain. L'italien, c'était comme l'anglais américain en ce moment-là. Donc, l'italien, c'était la langue dominante. L'Italie de la Renaissance, c'était la culture dominante. Tout le monde voulait faire comme l'Italie, tout le monde trouvait que c'était mieux en Italie. Et il y a plein de textes, même, là, juste une petite parenthèse, il y a plein de textes là, alarmistes au 16e siècle, écrits par des Français, qui disaient que, mon Dieu, si ça continuait comme ça, il y avait tellement trop d'italianisme dans le français allait se perdre, le français allait disparaître, etc., etc. Donc, c'est des discours qui reviennent de siècle en siècle selon la langue dominante ou la culture ou l'économie dominante. Là. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, Marot, lui, il est revenu d'Italie et en 1538, il a publié qu'il fallait faire comme les Italiens. Alors, s'il y en a qui connaissent l'italien parmi vous, à cette époque-là, donc, dès que un complément direct était placé avant le verbe, les Italiens qui entendent toujours l'accord, donc faisait l'accord. Donc lui, Clément Marot, il a dit il faut faire comme les Italiens, c'est eux qui parlent le mieux, etc. Donc Pierre avait construit sa maison qui est
un des deux choix qu'on a vu qui existait en moyen français. Lui, ce qu'il a dit, c'est que en fait, quand ça va, ça, Pierre avait construit sa maison, c'est bon, c'est un verbe qui est en train de, une nouvelle forme verbale, un nouveau temps de verbe qui est en train de se développer. Mais quand la maison, en fait, quand le complément direct du verbe est placé avant, il faut absolument faire comme les Italiens et faire l'accord. Donc voilà, alors les gens commencent à écouter cette règle. Et les grammairiens du 17e siècle, en fait, prennent l'exception de Marot, là, qui avait été proposée par Marot pour suivre les Italiens, et en font la règle générale, que ce soit avec avoir ou que ce soit les pronominaux, il faut appliquer ça partout. Quand le complément direct est placé avant, il faut accorder avec ce complément direct-là. Donc ça devient la grande règle générale, qui, en passant, est la seule règle dans les accords de tout le système de la langue française qui dépend de la position. Hein, parce que les accords du verbe avec le sujet, l'adjectif avec le nom, etc., il n'est jamais question de position. On accorde toujours habituellement avec l'élément, le donneur d'accord, sans se demander où est-ce qu'il est placé. Donc ça, c'est les règles générales en français. Mais là, tout d'un coup, donc avec cette règle introduite par le désir de faire comme les Italiens, on crée quelque chose d'un peu spécial en français. Là, ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'à cette époque-là, au 17e siècle, donc on décide de créer d'étendre cette règle-là, c'est l'exception de Marot, à tout, mais pas toujours. Alors, il y a des exceptions qui existaient à cette époque-là qui n'existent plus aujourd'hui, hein, parce que la langue, ça change, ça évolue. Donc, à cette époque-là, on devait faire ce que Marot avait proposé. Par contre, ce que les grammairiens disaient, c'est qu'on ne le faisait pas si c'était un sujet pas supposé. Donc, je vous dis par exemple, la peine que m'a donnée cette affaire, il ne fallait pas accorder, même si la peine était devant, parce que le sujet n'était pas supposé. Ensuite, les grammairiens disaient, oui, il faut suivre cette règle-là, sauf si le participe passé est suivi d'un attribut. Oui, il faut suivre cette nouvelle règle, sauf si le participe passé est suivi d'un groupe prépositionnel. Bon, évidemment, il ne l'appelait pas comme ça, là, mais dans notre grammaire scolaire à nous, on l'appelle un G-prep. Ah oui, il faut suivre cette règle-là, sauf si c'est suivi d'un infinitif. Et là, on a vu après qu'il y en a d'autres qui ont dit, ah ben non, si c'est suivi d'un infinitif, mais que le sujet, bon, etc., vous connaissez l'exception de l'exception, là. Et enfin, une autre exception qui existait dans ce temps-là, c'était si le sujet est cela. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a eu toutes sortes de règles et ces règles-là n'existent plus aujourd'hui. Hein? Vous savez, ce n'est plus des exceptions qu'on applique aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous montrer que hein, c'est toujours les règles qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas arrivées tout d'un bloc jusqu'à nous. Il y a eu à travers les siècles toutes sortes de fluctuations. Alors ensuite, le français classique, 17e, 18e siècle. Donc, il y a des grands auteurs, on a vu l'exemple de Molière, qui continuent d'accorder les participes pronominaux avec le sujet en dépit de la règle proposée. Donc, on a vu que Malherbe, lui, il voulait que la règle des Italiens, un siècle, 2 siècles plus tard, soit appliquée partout, même aux pronominaux. Mais on a vu dans les phrases sur lesquelles on a travaillé en équipe, là, que lui, Molière, comme d'autres de son époque, voulait rien savoir de cette nouvelle règle-là dans son temps. Et lui, il continuait de toujours accorder ces verbes pronominaux, en fait, avec le sujet. Donc, quand il y avait l'auxiliaire être, peu importe si c'était pronominal ou non, il voulait continuer à accorder avec le sujet et c'est ce qu'il a fait dans sa carrière, là. Et c'est pour ça qu'on a ces œuvres-là. Donc, c'est sûr que les œuvres de Molière qui sont publiées maintenant sont corrigées selon les règles actuelles, hein, parce que notre orthographe n'est pas non plus, tout le reste de l'orthographe non plus n'est pas la même que Molière. Vous allez retrouver ces accords-là si vous allez lire les œuvres originales de Molière, donc non rééditées par des éditeurs modernes qui corrigent les fautes de Molière selon les règles actuelles ou qui adaptent là, à la modernité les auteurs classiques. Ensuite, 19e siècle, donc c'est l'école obligatoire en France. Alors, c'est là que ces règles-là, toutes les règles actuelles, donc sauf évidemment les exceptions que je vous ai montrées là, qui n'ont pas suivi, se généralisent dans la population.
Et au 20e siècle, là, on commence à se poser des questions. Donc, Grévis lui-même dit, donc dans le détail, la règle d'accord du participe passé conjugué avec avoir est passablement artificielle et la langue parlée la respecte très mal. Et en plus de la respecter mal, en fait, c'est que dans la langue parlée, il y a beaucoup de ces accords-là, de toute façon, qu'on n'entend pas, nous. Donc, les Italiens peuvent bien les entendre. Alors, les Italiens, juste pour fermer la parenthèse, pour ouvrir une petite parenthèse en lien avec... c'est qu'aujourd'hui, ne suivent plus la grande majorité des règles qu'ils avaient à la Renaissance. Il y aurait juste un cas où ils font encore l'accord avec le complément direct du verbe placé avant. Et donc, nous, finalement, on est resté, soit, on peut dire, soit plus catholique que le pape ou soit plus royaliste que le roi. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a copié les exceptions des Italiens, mais on est resté plus italien que les Italiens qui, eux, leurs règles se sont modernisées, là, même depuis au moins 50 ans. Et Joseph Hans, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, là, c'était très populaire dans les années 80-90, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne. Alors la règle des pronominaux est arbitraire, tardive, contraire à une tendance de l'usage classique et souvent transgressée dans le meilleur usage, même par d'excellents écrivains. Donc ça revient un peu à ce qu'on a vu tantôt. Donc on arrive tout près de nous maintenant, donc là on est vraiment dans l'histoire très récente. Je vais vous parler des dernières années, là, ce qui s'est passé. Donc, en 2013-2014, le Conseil international de la langue française mandate un comité pour revoir l'accord du participe passé. Donc, avec cette justification, convaincu que l'usage, quand il contrevient de façon récurrente à la norme, découle de l'intériorisation d'un système. Donc, voilà là, ce qui a justifié la composition du comité. Ensuite, en 2016, la Fédération internationale des professeurs de français. Donc, si vous êtes membre de l'Association québécoise des professeurs de français ou de l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde, vous êtes automatiquement membre de la Fédération internationale des professeurs de français. Alors, a approuvé en 2016, dans son Assemblée générale annuelle, dans l'application de cette réforme. Alors, nous adjurons les instances internationales comme l'OIF ou l'OPAL de mener une action déterminée et courageuse, bien nécessaire, pour casser les discours catastrophistes qui se font trop entendre. Alors, voilà. Alors ça, on arrive là tranquillement jusqu'à nous. Donc, 2018, la Fédération internationale des professeurs de français réitère, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'automne 2018, il y a eu les Belges, donc l'organisation qui est l'équivalent de notre QLF en Belgique, ainsi que l'Association belge des professeurs de français, à l'automne 2018, se sont prononcés en faveur de la réforme, mais en disant, on ne va pas l'appliquer parce que là, pour l'instant, on est tout seul, on attend qu'il y ait d'autres dans la francophonie qui se joignent à nous et que ça devienne un mouvement francophone. Donc là, maintenant, on peut continuer. Donc, je vous laisserai lire, vous aurez accès là, au diaporama, donc si vous pourrez lire les citations là, à tête reposée. Donc, la dernière nouvelle que je viens d'ajouter, la diapo que je viens d'ajouter dans mon diaporama, que je ne pouvais pas montrer avant, c'est octobre 2021. Donc, la QPF, l'Association québécoise des professeurs de français, emboîte le pas. Donc, c'est de ça dont vous avez entendu parler cette semaine dans les médias, là, si vous avez suivi le dossier. Donc, la QPF a adopté 3 propositions à son assemblée annuelle générale qui a eu lieu le 29 octobre. Donc, c'est tout récent. Elle vient de publier son communiqué là, sur son site web. Donc, les 3 propositions qui sont là, il y a un premier degré si on veut manifester son appui à la réforme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans leur proposition, ils ont rappelé la règle. Donc, selon cette réforme, tout participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, pronominal ou non, peut s'accorder avec le sujet et tout participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir peut rester invariable. Donc, c'est assez simple. Hein? Ça remplace 15 pages de Grévis. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième niveau demande au ministère de l'Éducation de revoir des critères de correction et les exigences dans les programmes scolaires. Alors, on va voir tantôt que les exigences, ça ne veut pas dire de les revoir à la baisse. Hein. Ça peut vouloir dire de les revoir à la hausse. On va voir tantôt ce que ça veut dire ce que ça peut vouloir dire comme conséquence dans l'enseignement.
et que la QPF participe à la promotion et la diffusion, entre autres en offrant de la formation à ses membres, etc. Donc ça, c'est pas mal intéressant, puis c'est pas mal le plus récent. Alors là, on rentre dans la réforme comme telle. Je vais vous donner quelques informations avant qu'on arrive à la deuxième activité qui va être une analyse là, de textes de journaux. Je regarde où j'en suis. Alors, je vais passer rapidement. On a déjà parlé des 2 règles. Voilà. Alors, j'avais dit tantôt qu'on allait voir les conséquences que ça faisait. Alors, quand c'est avec avoir, est-ce que vous voyez mon curseur quand je passe comme ça sur l'écran? Oui? OK. Donc, ici, on a avec avoir là, ce qui correspond à la règle de base. Là. Donc, dans le fond, il n'y a pas d'accord ici dans ces cas-là. Par contre, ici, il y a des accords, mais il y a des exceptions, des exceptions. Donc, ici, il n'y a pas d'accord. Alors que ce qu'on pourrait prendre pour un complément direct est placé avant. Alors, après l'application de la réforme, tout serait invariable. Ensuite, avec être, on a les règles qui suivent la règle de base, donc qui s'accordent avec le sujet. Et on a ces cas-là qui, en ce moment, sont des exceptions et qui ne s'accordent pas ou qui s'accordent avec autre chose que le sujet. Et après avoir appliqué la réforme, tout s'accorderait avec le sujet. Petit détail important, une réforme, ce n'est pas une fermeture, hein, c'est toujours une ouverture, c'est une réforme qui est proposée, c'est-à-dire que les gens qui veulent continuer à écrire comme avant, on l'a vu avec les rectifications de l'orthographe, on l'a vu avec il y a toujours eu des changements dans la norme. Moi, je connais une personne qui écrit encore le mot-clé CLEF. C'est devenu très rare, mais il y en a encore. Et il n'est pas en faute de vouloir l'écrire comme ça. Il y a 2 graphies, encore dans les dictionnaires pour ce mot-là. Donc, c'est un peu la même chose avec toute proposition de réforme. En fait, c'est une ouverture, c'est-à-dire qu'on peut suivre cette règle-là, mais si on veut continuer à écrire comme avant et à appliquer les règles qu'on a apprises dans le passé, ben on l'applique si on veut. C'est l'usage à long terme qui va trancher. C'est ce qui se passe toujours là, dans les questions de langue. Rapidement, c'est une organisation qui s'appelle EROFA qui a fait les premières études à partir de 2005, 2006, 2007 pour savoir là, quelles seraient les règles de base sans exception qui pourraient être formulées si on veut proposer une réforme. Donc, c'était ça les premières études. Et donc, c'est basé vraiment sur beaucoup d'allers-retours, d'analyse de toutes les options. Et c'est un compromis, évidemment, là, auquel sont arrivés les gens qui ont fait les études parce que leur objectif, c'était vraiment de proposer des règles qui soient universelles. Donc, aucune exception. Donc, c'est sûr que c'est basé sur des compromis. Donc, comme je vous l'ai dit, le Conseil international de la langue française, la Fédération internationale des professeurs de français. Ensuite, en Belgique, eux, ils ont été très actifs là, déjà dès le début. Donc, le Conseil de la langue française, la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'équivalent de notre OQLF un peu. L'Association belge des professeurs de français. Et maintenant, le petit point que j'ai ajouté, la QPF. Donc, on est très content de ça parce que c'est la première organisation québécoise qui s'est prononcée. Donc, c'est pour ça que c'était dans les journaux. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, donc, comme je l'ai dit, la QPF, là, il faut voir avec le temps qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Est-ce que la QEFLS, donc peut-être certains d'entre vous sont membres, va se prononcer? On ne sait pas, on attend. Est-ce que le QLF va dire quelque chose? Hein? En 2003, le QLF avait bien rappelé, elle l'avait fait en 91, mais en 2003, le QLF avait émis un communiqué officiel pour bien rappeler que ni les graphies anciennes ni les graphies nouvelles ne pouvaient être considérées comme fautives, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir de l'OQLF dans ce sens-là? Ou du moins, est-ce que dans la banque de dépannage linguistique, il va être question de ça? On verra dans les prochains mois, prochaines années. Est-ce qu'il y aura une référence linguistique québécoise qui va commencer à tester les règles de la réforme? Donc, peut-être Antidote, la banque de dépannage linguistique, le Multi, Usito, on ne sait pas. Un jour, il y en aura un, ce sera le premier. On l'annoncera. Et on va passer donc maintenant aux effets sur les textes. Donc, c'est notre deuxième activité.
ce que je vais faire, comment ça va fonctionner, c'est que je vais, si vous avez à côté de vous, sur votre bureau, sur votre table, un journal, un magazine, quelque chose que vous voulez, vous le prenez. Sinon, je vais afficher un article aussi d'hier, je pense, du Devoir. En fait, n'importe quel article qui parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein, parce que pour avoir des participes passés, on n'a pas le choix. Donc, ne prenez pas un éditorial, par exemple, parce qu'un éditorial ou une lettre d'opinion, habituellement, les verbes sont au présent, donc ça ne sera pas pertinent, là. Donc, on va faire un exercice où vous allez, donc je vais sortir du partage d'écran et je vais afficher, donc je vais, ok, 2 secondes, j'ai de la difficulté à parler en même temps que je fais un petit tour de passe-passe technique. Donc, c'est un article d'hier, je pense. En tout cas, n'importe quel article qui raconte quelque chose de passé est valide. Ce que je fais quand je fais l'atelier en salle, c'est que je prends, quand je m'en vais dans le métro, le matin de l'atelier, je prends un paquet de journaux métro, là, et puis, je sais pas, en fait, si le journal métro existe encore, mais en tout cas, je prends un paquet de journaux métro, puis je les apporte dans la salle. Alors, le but, c'est de vous dire que c'est pas arrangé avec le gars des vues, là, c'est n'importe quel texte que vous prenez, normalement, ça fonctionne. Alors, ce que je vais vous demander de faire, et là, on va rester en grand groupe, je vais vous envoyer un lien. Je vais partager à l'écran l'article pour ceux qui n'en auraient pas sous les yeux ou sous la main, là. Comme ça vous en fera un à regarder, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je vais vous partager un tableau de classement de verbes. C'est-à-dire que vous allez lire l'article. Il y a quelque chose qui attire mon attention, qui me dérange un peu. Là, il y a un grand texte dans la conversation. J'y reviendrai à la fin. Donc, je vais vous mettre un lien avec un tableau pour classer les verbes que vous allez voir qui contiennent un participe passé. Je vais vous envoyer tout de suite le partage, le lien dans la conversation. Voilà. Alors, normalement, avec ce lien-là, vous voyez un tableau. Vous voyez plusieurs cas de figure. Donc, le cas 1, le cas 2A, 2B, et ensuite les cas 3, 4, 5. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est, je vais partager un article pour ceux qui n'en ont pas. Regardez l'article que vous avez devant les yeux et chaque fois que vous rencontrez un verbe qui est conjugué avec un participe passé, classez-le dans la bonne catégorie. OK? Donc, je vais partager un article. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir, bon, je vais essayer d'enlever un peu la publicité, là. Les ventes de billets de spectacle ont chuté de 84% en 2020. Donc, déjà dans le titre, on en a un, ont chuté. Donc, c'est le cas 1. Si je me souviens bien de mon tableau, là. Oui. Hein? Donc, je vous laisse. Alors là, c'est normal, il va y avoir quelques minutes de silence parce que vous allez chacun être en train d'essayer de noter où est-ce que vous classeriez les participes passés. Donc, c'est peut-être pas tout le monde qui travaille sur le même texte. Donc, je vais vous laisser faire ça en silence. Je vais dérouler tranquillement l'article pour que vous puissiez trouver les participes passés, là, puis voir où est-ce que vous voulez les classer. Ce que je vais faire aussi, ceux qui ont 2 écrans puis qui voudraient le regarder ailleurs, je vais mettre le lien de l'article dans le clavardage aussi, si vous voulez le regarder sur un autre écran. Donc, on parle bien des temps composés, hein, des participes passés avec les temps composés. Donc, par exemple, ici, le affecté n'est pas touché là, par ce qu'on essaie de faire en ce moment. Donc, c'est vraiment les participes passés qui sont dans la conjugaison.
Est-ce qu'il y en a qui ont des premiers commentaires à formuler? Ben, pour l'instant, je suis tombée sur un texte au hasard. Il y avait 5 participes passés, puis les 5 n'auraient pas changé, seront pas changés ou affectés par la réforme. Pour l'instant, c'est ma première conclusion. Je me cherche un autre texte. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres observations à partager? Où se situent en majorité les participes passés que vous trouvez dans vos textes que vous avez sous les yeux? Dans mon cas, j'ai beaucoup de participes passés avec avoir qui reste invariable. Donc, C'est la grande majorité, hein, parce que dans la vraie vie, on peut, quand on apprend les exceptions là, des règles de participe passé puis les exceptions des exceptions, tout est mis au même niveau. Hein? C'est comme si tout était aussi important les uns que les autres. Mais dans la vraie vie, là, des textes qu'on lit ou qu'on écrit, bon, la grande majorité des verbes du français font leur temps composé avec l'auxiliaire avoir. Hein, il y a quelques verbes seulement qui font leur passé composé avec l'auxiliaire être. Hein, aller, partir, rester, devenir. Bon, il y a une petite liste là. Ensuite, la grande majorité des phrases en français, l'ordre syntaxique est sujet, verbe, complément. Donc, habituellement, le complément est après là, le verbe dans le GV. Donc, on reste avec notre phrase de base. Et puis, s'il y en a qui ont trouvé dans leur texte des cas qui ne correspondaient pas à 1, ni à 2A, ni à 2B, ça se peut évidemment, là. Normalement, c'est vraiment une infime minorité. Donc, dans la vraie vie, des textes qu'on lit ou qu'on écrit, les cas qui sont dans le tableau là, énumérés en 3, 4 et 5 sont très rares. Okay, d'un point de vue statistique dans les textes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres commentaires ou d'autres... Alors, vos chiffres, bon, c'était pas nécessairement de me donner des chiffres, mais est-ce qu'il y en a qui ont 100% de leurs participes passés qui sont dans les catégories 1, 2A et 2B? Pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont des cas 3 ou 4 ou 5? Quelques-uns? Un. Ben, en fait, je l'ai regardé vite, l'article que j'ai mis du devoir. Là, je pense qu'il y en avait un. Là. Il y avait un EES à un moment donné parce que le complément direct placé avant, c'était un mot féminin, un nom au féminin. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est un tableau qui est tiré d'une étude. Donc, vous reconnaissez le tableau que je vous ai fait utiliser là, pour classer les verbes. Donc, ce que je voulais faire, c'est que je voulais que vous ayez fait vous-même l'espèce de mini-recherche là, en quelques minutes qui correspond à une recherche qui a été faite par des chercheurs en 1995 sur la langue écrite, donc un immense corpus. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ce tableau-là parce qu'il est très important. Donc, sur un immense corpus qui contenait des essais, de la littérature, des articles de journaux, magazines, etc. Donc, tous des documents écrits, des documents de l'administration, etc. Donc, tous des documents écrits qui sont, normalement, qui sont corrigés avant d'être publiés. Là. Donc, sur les 16 000 formes verbales, oups, il ne faut pas que je clique. Sur les 16 000 formes verbales qui sont ressorties de leur corpus de texte, il y en a d'abord seulement 3 413 qui contenaient un participe passé, donc une conjugaison. Donc, c'est une conjugaison déjà qui n'est pas la majorité de la conjugaison française. Et donc, vous voyez ici qu'il y avait 51% des verbes parmi ces 3400-là qui correspondaient, en fait, qui étaient des participes passés avec avoir, qui restaient invariables. Ensuite, il y avait 34% de ce total-là qui étaient des participes passés avec être non pronominaux, qui s'accordaient avec le sujet. Ensuite, il y avait 7% des participes passés avec être qui étaient pronominaux et qui s'accordaient toujours avec le sujet. Ensuite, pour les catégories 3, 4, 5, il y avait 7% pour l'accord avec le complément direct placé avant. Presque rien, 0,6% pour un participe passé pronominal qui reste invariable. Par exemple, elles se sont parlé, qu'on ne doit pas aujourd'hui, selon les règles actuelles, accorder parce que le son n'est pas un complément direct, mais un complément indirect.
Et à peine 0,1% de cas où il faut accorder le pronominal avec le complément placé avant. Donc, c'est encore COD qui est écrit parce que c'était comme ça dans la recherche, là. Donc, ça, c'est les cas, par exemple, il y avait une phrase tantôt, là, justement, la phrase que Molière, lui, voulait pas accorder comme ça, là. Les fleurs qu'ils se sont échangées, donc l'accord avec les fleurs au lieu de l'accord avec il. Donc, lui, Molière voulait continuer à accorder avec le sujet il, mais la règle dans son temps, qui était la nouvelle règle à la mode, c'était d'accorder avec les fleurs. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est bien important de retenir de ces tableaux-là, c'est que si vous additionnez 51, 34 et 7, ça fait 92%. OK? Donc, 92% des cas de participe passé employés dans la conjugaison dans les textes réels qu'on lit actuellement correspondent aux deux règles de base. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout le temps qu'on passe à essayer d'apprendre tout le reste, les exceptions et les exceptions des exceptions, ça nous sert dans la vraie vie que dans 8% des cas de ce qu'on lit ou de ce qu'on écrit. Donc, ça, c'est un tableau qui est très utile d'avoir en main. Vous l'aurez là avec le diaporama. Alors, on a vu que les effets sur les textes, ça fait quoi? Si on applique la réforme, ça fait quoi sur les textes? Ben, ça ne change pas grand-chose. Hein, parce que de toute façon, les règles de base, hein, comme je vous disais au début, les règles proposées par la réforme, ce ne sont pas de nouvelles règles. C'est les règles de base qui sont le plus souvent statistiquement appliquées quand on écrit ou quand on lit en français. On va voir par contre qu'il peut y avoir de grands effets sur l'enseignement. Alors, 14h47, on va finir avec ça. Donc, et après, il va y avoir, j'essaye de finir à 50 pour qu'il y ait 10 minutes de discussion. Donc, L1, donc langue première, c'est des règles qui sont apprises dès le primaire. Hein? Et basta, pour faire un petit clin d'œil, là, je reviens aux Italiens. Donc, règles apprises pendant le primaire au deuxième cycle, en troisième, quatrième année, quand on apprend le passé composé. Si vous ouvrez n'importe quel guide de conjugaison, quand on apprend le passé composé, on apprend j'ai fini I, j'ai lu U, j'ai aimé et. Je suis allée et ou et ça dépend du sujet. Et je me suis réveillée et ou et ça dépend du sujet. Donc, c'est ça qu'on apprend déjà à la base. Et ce sont les deux règles de base là, utilisées dans 92% des cas. Donc, si dans l'enseignement, on applique la réforme, ça veut dire qu'on s'arrête là. Si on est enseignant de L2, ça veut dire qu'après avoir vu le passé composé au niveau 3, 4, 5 de l'échelle québécoise ou fin de A2, début de B1, si on utilise le cadre européen de référence pour les langues, une fois qu'on a vu ça, on s'arrête là et on voit ça quand on apprend à former le passé composé. Les effets sur l'enseignement, ça peut être une réduction de la charge cognitive pendant les rédactions. Alors, en ce moment, les gens, souvent, ils ont tellement peur de faire des fautes de participe passé, ils ont tellement de règles en tête, d'exceptions, puis d'exceptions des exceptions, que souvent, ils font des erreurs, même sur les deux règles de base, parce qu'ils ils ont une surcharge cognitive en se disant, mon Dieu, je vais sûrement faire une erreur parce que ça se peut que ce soit une exception. Je ne sais pas si c'est une exception. Bon, en appliquant la réforme, s'il y a seulement deux règles, la charge cognitive, évidemment, va être beaucoup moins importante. Ce qui permettrait, donc on parlait des exigences tantôt, ce qui permettrait, si on veut, d'être plus exigeant sur le respect des deux règles de base. Et dans ce cas-là, si on est plus exigeant sur le respect des deux règles de base, ben moi, ce que je dis, c'est que c'est du nivellement par le haut. C'est pas du nivellement par le bas, parce que c'est un argument qu'on entend souvent dans les médias, nivellement par le bas, etc. Donc, si on dit, OK, mais là, il va y avoir juste deux règles et là, on va être exigeant, vous y échapperez pas, il faut l'accorder, il faut savoir l'accorder autant que notre adjectif avec le nom, autant que le verbe avec le sujet, parce que là, vraiment, c'est pas difficile à retenir. Si c'est avec avoir, il n'y a pas d'accord. Si c'est avec être, on l'accorde avec le sujet. Là, vous n'avez plus le droit de faire de faute, hein, parce que maintenant, c'est sûr qu'il y en a, il y en a en ce moment des enseignants qui n'osent plus corriger ou en tout cas faire perdre des points pour des participes passés à leurs élèves parce que c'est tellement compliqué qu'ils ont un peu pitié d'eux. Mais là, on pourrait dire, bon, ben, si il y a juste deux règles puisqu'elles sont apprises dès le primaire, on peut être plus exigeant. Un autre élément aussi qui, selon moi, est du nivellement par le haut, c'est que la simplification permettrait de libérer beaucoup de temps
Hein, beaucoup de temps qui sert à apprendre des choses qui ne servent que dans 8% des cas réels quand on lit et quand on écrit. Donc, pour des apprentissages linguistiques beaucoup plus utiles comme la syntaxe, le lexique, la cohérence du texte, et on pourrait aller au-delà de la grammaire, on pourrait dire aussi même lire des grands auteurs, plus de littérature, plus de philosophie, etc. Alors, comme je vous disais, pour moi, c'est aussi du nivellement par le haut. Alors, en conclusion, avant qu'on parle, oui, avons-nous atteint nos objectifs? Alors, je vous laisse répondre. Vous vous souvenez, en début, je vous ai présenté les 3 objectifs de notre atelier. Alors, est-ce que après cet atelier, vous êtes en mesure de me dire que sont les règles actuelles? Qu'est-ce que ça représente, les règles actuelles? Les règles qu'on connaît actuellement, là, avec toutes leurs exceptions et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'essayais de vous proposer comme conclusion? Oui, allez-y. Oui, OK, excuse, j'avais vu une main levée. Bien, je pense que finalement, les règles actuelles, ça représente pas grand-chose, dans le sens que, comme tu viens de dire, les 2 règles de la réforme représentent 85% des participes passés, mais on travaille fort pour pour un petit pourcentage qui, tu sais, quand j'ai vu 0,1 dans ton tableau pour les participes passés pronominaux accordés avec le CD en avant, c'est 0,1. Tous ces efforts-là pour ça, fait que les règles, ils représentent beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, selon moi. Ouais. Puis comment ces règles-là sont arrivées jusqu'à nous? Est-ce que c'est... Historiquement, tu veux dire? Oui, par exemple, s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait... Ouais, qui tu avait peux une main laisser la levée tantôt. place. Oui, c'est ça, il y avait une main levée tantôt. Vous êtes timide? Alors, selon moi, hein, c'est une construction échafaudée sur les aléas de l'histoire. Donc, c'est sûr que, bon, j'ai pas pu vous faire un cours très approfondi sur l'histoire du participe passé, mais j'ai essayé de vous donner les éléments clés pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, le paquet de règles qu'on a en ce moment n'est pas arrivé jusqu'à nous comme par magie, tout d'un bloc là, sous cette forme-là. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont comme qui se sont ajoutées là, comme un patchwork là, des pièces qui se sont ajoutées au casse-tête au fur et à mesure que les siècles ont passé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des éléments peu cohérents aussi là, d'un élément à l'autre. Dans le système, là, parmi les règles, des fois, il y a des règles qui se contredisent, des exceptions qui se contredisent même. Donc, c'est toute une construction qui a été échafaudée là, à travers l'histoire. Puis j'ai mis les aléas de l'histoire parce que c'est pas seulement l'histoire linguistique. Hein? Il y a des histoires qui ne tiennent, par exemple, la question de l'Italie qui joue tellement un rôle, mais c'est juste parce qu'à ce moment-là, tout le monde voulait copier les Italiens, mais il n'y a pas de raison linguistique là, qui faisait que c'était mieux de faire comme eux. Là. C'est vraiment une question politique, culturelle, etc. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'elles ont déjà changé. Donc, on voit que ces règles ont déjà changé et peuvent changer encore. Elles ne constituent pas l'essence de la langue française. C'est juste une petite partie du système de la langue française. À quoi ressemblent les nouvelles règles proposées? Bien, en fait, la personne qui a parlé tantôt a répondu à la question. Hein, les règles proposées par la réforme, elles ressemblent à l'usage actuel réel dans 92% des cas. Et que permettrait la réforme? Ben, vous l'avez dit, mais je pense qu'on fait comme un retour sur ce qu'on a vu. C'est sûr que ça Ouais, libère du temps d'enseignement pour beaucoup d'autres belles choses pertinentes. C'est ça. voilà. Comme Ouais, c'est voilà. Alors, écrit. c'était mes 3 objectifs là, au début de l'atelier. C'est les 3 choses que je voulais que vous puissiez retenir là, après 7h30. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres éléments? Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter des choses? Oui, Véronique. Jordan, est-ce qu'on peut faire autre chose pour promouvoir pour que ça change plus rapidement? Parce qu'il me semble que les années passent,
puis on se rapproche comme difficilement de la c'est ligne ça, d'arrivée. ça tombe bien parce que j'ai déjà mis là, la diapo, des diapos suivantes là, que je voulais mettre en fin pour ceux qui voudraient des idées, qui sont déjà convaincus et qui voudraient des idées. Donc, bien sûr, là, on voit avec le fait que ce soit des associations de professeurs de français là, qui appuient la réforme de plus en plus, que c'est une décision qui va partir de la base et monter vers le haut. Donc, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne que quand c'est le contraire, là. Donc, ça, c'est très positif. Donc, en discuter entre collègues, il y a des gens qui organisent des réunions sur le sujet dans leur école, dans leur centre d'éducation des adultes, dans leur centre de francisation, dans leur école secondaire, avec leurs collègues lors de journées pédagogiques. J'ai déjà partagé mon matériel avec plusieurs personnes qui me l'ont demandé dans des ateliers précédents. Ça me fait plaisir de vous le fournir là, si vous voulez animer un atelier. Donc, pour que ça vraiment que la diffusion de l'information se fasse. Évidemment, vous pouvez réagir dans les réseaux sociaux cette semaine. Là, il y en a eu beaucoup. Et malheureusement, la grande majorité des gens qui répondent dans les journaux, sur les sites web, par exemple Radio-Canada, etc., la grande majorité des gens qui répondent, c'est des gens qui sont contre. Et souvent, les articles, les arguments ne sont pas vraiment des arguments. Donc, souvent, c'est basé sur, on entend toujours la même chose, là, tu sais, on s'est forcé pour l'apprendre, pourquoi les autres l'apprennent pas comme ça, bon, etc. Ou sur le refus de voir que la langue peut évoluer. Hein, parce que, dans le fond, on peut leur dire, mais écoutez, il n'y a personne qui veut que le français devienne une langue morte. Hein, une langue qui n'évolue plus, c'est une langue morte. Donc, alors voilà, vous pouvez en parler. Moi, je vous ai mis en exemple ce que je mets dans mes courriels. Quand j'écris des courriels, à la fin, j'ai une signature. Et si jamais j'ai un participe passé dans mon courriel qui est accordé selon la réforme, je le dis. Donc, j'applique les nouveaux accords des participes passés, blabla. Là, j'ai changé ma signature parce que dernièrement, alors j'ai rajouté la QPF. Autre chose aussi, je vous ai dit au tout début d'atelier que j'avais fondé en 2004 le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français. Alors, je vais vous mettre dans la conversation, je vais vous mettre les liens si jamais ça vous intéresse. Alors, vous pouvez devenir membre. Depuis 2004, on est rendu plus de 3000 membres qui veulent. Notre objectif, la mission du GQMNF, c'est diffuser de l'information sur des changements dans la norme qui sont approuvés par des instances compétentes. Donc, c'est vraiment une mission de diffuser le plus possible l'information là, en lien avec les choses qui sont en train de changer dans la norme. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre aussi, par exemple, la page Facebook. Je vais vous mettre tout de suite les éléments. Je voulais vous mettre la référence des tableaux et des statistiques là, qui sont tirés d'un article synthèse qui a été publié dans la revue Correspondance, la revue du collégial, des professeurs de français du réseau collégial. Et je vous laisse avec une petite blague.